Le titre, rentrée politique du CFOP ce 14 septembre. Le chef des file de l'opposition politique critique le gouvernement sur son incapacité à faire face aux défis sécuritaires. Plusieurs questions d'actualité, comme les effondrements du bâtiment public et les fermetures d'écoles, ont été aussi évoquées. Elle s'appelle Barbara Manzi, la nouvelle coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina, reçue en audience par Okma Christian Kaboro au palais de Kossiam ce mardi. Un premier contact en guise de rampe de lancement de la mission de la diplomate dans un pays où le défi sécuritaire et alimentaire reste énorme. Et puis, depuis hier, plusieurs députés sont en formation. Une initiative de l'Assemblée nationale en collaboration avec le Centre parlementaire canadien pour renforcer les capacités de ces élus locaux en matière de techniques d'audition. Tous les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Pour la reprise de ces activités après un mois de break, ce mardi, le CFOP s'est prononcé une fois de plus sur ces sujets traditionnels, notamment la question sécuritaire, pointant du doigt l'absence de stratégie du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Le chef des files de l'opposition s'est aussi appesanti au cours de cette rentrée politique sur des thèmes d'actualité tels que les effondrements des bâtiments publics, mais aussi la fermeture controversée du lycée Philippe Zenda Kaboré. Tous les détails, Archimède Boy. Le lycée Philippe Zenda Kaboré reste fermé cette rentrée des classes. Une décision du gouvernement suite aux violences intervenues dans cet établissement à l'occasion d'une manifestation de colère des élèves. Une décision jugée incompréhensible par le chef de file de l'opposition politique. À sa rentrée des classes ce 14 septembre, le CFOP exige la réouverture de cette école. La position du ministère de l'Enseignement est d'autant plus incompréhensible que plus de 2500 écoles sont déjà fermées du fait de l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité dans notre pays. Par conséquent, le CFOP, tout en condamnant les actes d'incivisme des élèves, invite le gouvernement à revoir sa copie en créant les conditions pour la réouverture immédiate de du noble Zenda pour le compte de cette année scolaire 2021-2022. L'effondrement récent de certains édifices publics, dont l'amphithéâtre de l'université Norbert Zongo de Koudougou, n'a pas échappé au CFOP qui attend les résultats des enquêtes indépendantes et des sanctions exemplaires. Sur la situation sécuritaire, les attaques terroristes se multiplient et les victimes se comptent par centaines. Edi Kombwego et ses camarades attendent du gouvernement des mesures fortes pour la sécurité des Burkinabés. Après le dernier remaniement, et nous sommes impatients de voir les résultats de la stratégie annoncée par le gouvernement pour mettre fin à cette tragédie. Car en plus des cadavres qui continuent de s'empiler, une autre catastrophe semble se dessiner à l'horizon, le spectre de la famine. Le CFOP dit être inquiet vis-à-vis de ce qu'il qualifie de tentative du pouvoir en place de réduire au silence les opposants et les activistes de la société civile. Il en veut pour preuve les propos de Simon Compaoré de la majorité à l'annonce de la marche-meeting de l'opposition le 3 juillet dernier. Il a dit ouvertement, je cite, « Face à la capacité de nuisance de l'opposition, nous allons développer une capacité de nuisance plus importante. Nous prenons acte de ces menaces et nous mettons en garde la majorité et ses dirigeants contre toute initiative qui pourrait mettre à mal les fondements de notre vivre ensemble. » Face à la cherté de la vie, l'opposition demande au gouvernement la baisse des prix des denrées alimentaires de première nécessité en vue de soulager les couches vulnérables du pays. Et pendant ce temps, le président du FASO recevait en audience au palais de Kossiam ce matin la nouvelle coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso. Une prise de contact au terme de laquelle Barbara Manzi, c'est son nom, n'a pas manqué de mentionner la qualité des relations entre l'institution qu'elle représente et Ouagadougou. On l'écoute. Première rencontre avec son Excellence le chef de l'État et naturellement je suis là pour renforcer le partenariat
très très fort déjà qui existe dans le pays entre le Burkina Faso et les Nations Unies, dans ma capacité de coordinatrice résidente et humanitaire du système des Nations Unies au Burkina Faso. Ma nomination est effective déjà depuis quelques semaines, mais c'était important d'avoir les lignes du chef de l'État pour assurer une meilleure efficacité de tous les systèmes des Nations Unies, politique, développement, humanitaire, pour mieux servir la population au Burkina Faso. C'est le début d'un parcours et je suis absolument ravie d'être là et de continuer main dans la main avec l'État pour mieux servir les populations. Tout autre chose, ils sont le deuxième pouvoir et leur rôle régulateur pour une gouvernance vertueuse n'est plus à démontrer, notamment celui du contrôle de l'action gouvernementale. Mais encore faut-il que les députés soient dotés de toutes les compétences techniques en la matière, ce qui n'est pas toujours le cas. Les champs sont larges et divers. Le renforcement des capacités de ces élus est l'une des solutions proposées par l'Assemblée nationale. Le dernier en date concerne les techniques d'audition. Les travaux ont débuté hier. Amadou Diko, Justin Monteau. Doter les députés d'outils efficaces sur les méthodologies et les exigences d'audition parlementaire pour assurer efficacement leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. C'est tout le sens de cette session de formation initiée par l'Assemblée nationale burkinabé au profit des parlementaires. Le PROCAB, qui est le bras technique et financier de l'Assemblée nationale, a initié cette formation afin donc de permettre d'outiller les nouveaux députés qui viennent d'arriver sur la méthodologie et les exigences de l'audition parlementaire. Donc cela va leur permettre de les outiller surtout sur les techniques de la recherche documentaire, sur les techniques de formulation des questions, de façon à ce que les auditions qui vont être menées, que ce soit à l'égard des partenaires institutionnels de l'Assemblée nationale, qui sont l'exécutif et la société civile, mais également tout partenaire jugé utile, que ces auditions-là se fassent de façon efficace et efficiente. Démarches et outils d'audition parlementaire, c'est sous cette thématique que se tient cette session de formation. Elle est appuyée par le Centre parlementaire canadien à travers son programme Tromeur d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina, PROCAB. Moi, je suis venu ici aussi pour apprendre un peu plus les défis des députés et aussi pour accompagner les députés dans son chemin de servir le peuple burkinabé et d'avoir des meilleures pratiques pour faire ces démarches, d'encourager un dialogue plus étroit avec la population et les différents partis pris parce que chaque loi a un impact sur la population. Il faut savoir que c'est dans le cadre de la réalisation des deux axes suscités du plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale que s'est ouverte cette formation au profit des députés. Une formation qui pourrait peut-être déjà être utile à ces députés dans le cadre d'une éventuelle audition si, par exemple, l'Assemblée nationale décidait de mener une enquête sur les effondrements des bâtiments publics ces derniers mois, un phénomène qui soulève de nombreuses interrogations. Certaines portent sur la qualité des matériaux de construction tels que le fer à béton. Comment distinguer la bonne qualité de la mauvaise? Eh bien, la société Simmetal a indiqué à une cinquantaine d'entreprises du BTP quelques critères de choix au cours d'une formation, justement pour éviter les drames de ces dernières semaines. Justin Monteau nous en dit plus. Une école à Dandé, dans les Hauts-Bassins. Une dalle d'un chantier à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Des effondrements qui interpellent et qui interrogent sur la qualité des matériaux de construction, notamment la qualité du fer à béton. Récemment, le ministre en charge de l'industrie et du commerce a fait une sortie terrain pour constater la réalité de visu. Cela nous permet donc de renforcer, nous interpelle parce que nous renforçons davantage notre dispositif et aussi que nous puissions continuer à développer des initiatives pour permettre à la fois donc de contenir les prix, mais aussi d'offrir aux populations des alternatives en matière donc de produits. Au niveau des industriels, on a conscience du problème et on a décidé d'agir. Un workshop organisé ici par Simmetal au profit d'une cinquantaine d'entreprises de BTP.
c'est pour l'encouragement de la consommation de fer de qualité que nous avons organisé ce workshop aujourd'hui. Un pays avec des consommateurs instruits et des compagnies de construction instruites sur la qualité des fers et comment reconnaître un fer de qualité pourra permettre l'arrêt de ce type d'incident à l'avenir. Nous avons notre propre laboratoire où tous les tests nécessaires sont faits et pour permettre la mise en commercialisation de fer à béton de qualité. Le défi est ambitieux pour les organisateurs de ce workshop. Impacter une cinquantaine d'entreprises du BTP, une véritable guerre déclarée à la mauvaise qualité du fer à béton sur les chantiers de construction au Burkina. Place maintenant à l'entretien de ce journal. Nous recevons sur ce plateau la fondatrice et présidente de la plateforme Grenier Afrique, Grenier du Monde, une plateforme qui a été fondée en 2013. Vous en êtes la fondatrice, Madame Charlotte Liborg. C'est ça, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie. D'abord, comment vous vient l'idée, comme ça, de fonder cette plateforme-là, Afrique, Grenier du Monde? C'est vrai que le nom est assez évocateur. Oui, alors en fait, c'est une vision en fait qui émane d'une entreprise, du moins d'une aventure entrepreneuriale. Initialement, j'étais en poste chez un éditeur de logiciels enfin Microsoft pour pas le citer, et j'avais un collègue qui avait un train de vie relativement exponentiel, qui m'a expliqué au détour d'un déjeuner qu'il s'enrichissait en fait grâce à l'agriculture. Et moi, en fait, j'avais plutôt grandi avec une éducation où on m'avait inculqué l'idée selon laquelle l'agriculture était vraiment le secteur réservé à ceux qui rataient leurs études. Voilà, donc par curiosité, je me suis lancée dans la production, du moins dans l'achat de terre d'abord, et ensuite dans la production donc de cultures vivrières au Cameroun, et ça a été un échec total. Et de cet échec, justement, est née la plateforme Afrique Grenier du Monde, qui n'est autre en fait qu'un outil dédié donc à la promotion de l'investissement agricole en Afrique subsaharienne. L'objectif à la base, c'était tout simplement d'accompagner les entrepreneurs agricoles pour pouvoir justement les amener à éviter les divers obstacles donc relatifs à leur parcours entrepreneurial dans ce secteur assez délicat, il faut le dire. Et aujourd'hui, nous sommes une véritable plateforme non seulement d'information et de sensibilisation, parce que ça commence par là, mais également d'accompagnement de l'entrepreneur, de l'investisseur, et de plaidoyer également pour une Afrique qui émerge grâce à son agriculture. Concrètement, madame, disons que je suis de la diaspora, je réside peut-être dans des pays comme le Canada, je vais investir dans le secteur de l'agriculture au Burkina Faso. Qu'est-ce que Afrique Grenier du Monde peut faire pour moi? Alors, déjà, nous allons vous aiguiller, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, il faut le dire, face à un défi énorme, qui n'est pas que panafricain, qui est universel. Alors, il s'agit de quoi? Tout simplement de résoudre une équation, l'équation de la souveraineté alimentaire, de la sécurité alimentaire, nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. Si on prend le cas de l'Afrique, c'est 2,5 milliards d'individus à l'horizon 2050. Et nous n'avons pas les solutions. Actuellement, vous pouvez observer que sur les divers marchés, donc aussi bien au Burkina Faso qu'au Cameroun, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, vous avez une tendance haussière des prix des denrées alimentaires. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va continuer malheureusement, parce qu'on est véritablement là face à un défi structurel, face à des causes structurelles, voilà, qui entraînent ce phénomène. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons le numérique, la révolution numérique, qui nous permet aujourd'hui de mieux cultiver, d'avoir des perspectives positives pour notre agriculture, pour nos agricultures en Afrique. Alors, si vous êtes, pour revenir à votre question, vous êtes un jeune Burkinabé installé donc aux États-Unis, je vous dirais tout simplement, du moins au sein de la plateforme, nous vous dirons tout simplement d'identifier déjà vos compétences, ensuite de voir dans quelle mesure vous les mettez au service donc de la chaîne de valeur agricole, parce qu'il s'agit de bâtir toute la chaîne de valeur agricole. Quand on dit agriculture, le plus grand nombre en fait pense aux productions, mais en fait la production est tout simplement l'un des volets du secteur agricole et agroalimentaire. On parle là d'un marché estimé par la Banque mondiale à plus de 1000 milliards de dollars à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans moins de 10 ans. Et on parle là d'un secteur qui
qui est un secteur clé pour tous. Nous n'arrivons pas à assurer notre sécurité alimentaire alors que nous sommes le continent agricole par excellence. Nous avons 60% de terres arables mondiales. Nous avons le potentiel humain avec justement une croissance démographique sans précédent. Et pourtant, le continent est celui qui importe le plus de denrées alimentaires. Exactement. C'est le seul continent qui dépend de l'extérieur pour assurer la sécurité alimentaire de ces populations. En un mot, en fait, nous ne produisons pas ce que nous consommons. Et ça, c'est une aberration. Voilà, il faudrait que la donne change. Et pour que la donne change, ce n'est pas uniquement les petits producteurs, c'est vous, c'est moi, c'est vraiment bâtir l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, la production, la transformation, la formation des acteurs, le financement, l'assurance, et j'en passe, le conseil et autres. Et cela passe par des initiatives telles que Afrique Grenier du Monde. Tout à fait. Et justement, dans vos activités, il est prévu un forum que vous avez dénommé Forum Afrique Grenier du Monde, sur le thème « L'agritech, instrument clé pour la relance agricole au Burkina Faso et en Afrique ». C'est ça. C'est pour le 16 septembre prochain. Qu'est-ce qui va se passer à Ouagadougou au cours de ce forum-là? Alors, le 16 septembre prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, à la salle des banquets de Ouaga 2000, dès 9h, effectivement, nous aurons effectivement donc une synergie collaborative avec les divers acteurs. Le forum est co-parrainé par 3 ministères clés pour cette problématique phare pour notre économie au Burkina Faso et en Afrique. Donc le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce et le ministère du Numérique. Il s'agira d'échanger sur les divers enjeux et les diverses opportunités en termes de création de richesses pour nos pays. Il s'agira de réfléchir ensemble et surtout d'illustrer, de mettre en lumière les diverses innovations agrodigitales que nous avons ici au Burkina Faso. L'un des pionniers en matière agritech au niveau de toute l'Afrique vient du Burkina Faso. Monsieur Inoussa Maïga, pour ne pas le citer, avec Agribusiness TV, une plateforme aujourd'hui connue un petit peu au niveau panafricain et à travers le monde. Donc nous allons effectivement avoir l'éclairage du gouvernement qui va également donc nous faire part non seulement des diverses politiques mises en place, mais également donc des divers dispositifs en matière de financement et d'accompagnement des startups. Nous aurons également bien sûr le groupement donc du patronat francophone, donc le représentant du groupement du patronat francophone qui essaiera de nous entretenir sur les divers partenariats win-win que nous pouvons bâtir entre les entreprises burkinabées et les entreprises de la francophonie. Je ne parle pas de la France, mais je vous parle de la francophonie. Bien sûr, les jeunes seront mis à l'honneur également avec leurs diverses innovations agrodigitales. Nous avons des femmes qui viennent d'un peu partout pour parler de l'impact et du rôle clé de la femme pour l'émergence de l'Afrique grâce à l'agriculture. Et nous avons ici même de nombreux entrepreneurs comme M. Joël Bamogo de Yélène Assurance qui se sont engagés sans attendre justement qu'on soit justement dans ce contexte conjoncturel dans l'agritech. Et ça marcherait bien pour eux, donc ils montreront l'exemple au plus grand nombre. Là, nous sommes à 2 jours de ce grand rendez-vous agricole. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, qui peut venir par exemple? Alors, qui peut venir? Effectivement, le secteur privé, déjà, avec en première ligne les entrepreneurs et les investisseurs. Ensuite, bien entendu, nous avons la société civile, toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par la problématique relative à la création de richesses dans le domaine agricole et agroalimentaire. Donc, voilà, parce qu'il s'agit de ça, en fait. Quand le président de la BAD, M. Adesina, déclare haut et fort que les futurs millionnaires et les futurs milliardaires émaneront du secteur agricole et agroalimentaire, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Donc voilà, tout le monde était invité. On a eu énormément d'étudiants et ça, aussi révélateur, c'est un symbole. Notre avenir passe par cette jeunesse-là, mais nous avons également de nombreux entrepreneurs, des investisseurs et voilà, vous pouvez être là. D'accord. Vous conviendrez avec moi, madame, et nous sommes en train de finir, vous conviendrez avec moi que le chemin reste encore très long. Là, on parle de l'agritech, alors que nos cultivateurs, nos planteurs, qui sont en bas arrière, ne sont même pas encore à l'étape de la mécanisation de l'agriculture. On est encore à l'étape des machettes, des tabacs en 2021. Et vous nous parlez de l'agritech. Il y a un grand fossé entre les réalités que vivent nos agriculteurs, nos planteurs, qui se donnent du mal pour produire, et l'agritech que vous êtes en train de prôner. Ce fossé-là, comment vous le comblez? Alors, justement, nous revenons en fait à notre problématique de départ. L'agriculture, ce n'est pas que la production. Les petits producteurs, donc nos valeureux entrepreneurs agricoles, parce qu'il faut vraiment les valoriser, ils font de leur mieux.
effectivement, on a aujourd'hui plus de 80% donc, de ces acteurs-là qui assurent justement donc, la production de ce qui est consommé chez nous. Maintenant, vous êtes entrepreneur agricole, cher monsieur. Je suis entrepreneur agricole. Comme je vous l'ai dit tantôt, il s'agit de bâtir toute une chaîne de valeur agricole et agroalimentaire. On a besoin d'avoir avec nous des banquiers spécialisés dans l'agriculture et l'agroalimentaire, des assureurs, des marketeurs, des formateurs. Tout un système. Tout un système. Un écosystème. Voilà comment. Voilà. Et le numérique nous permet d'aller plus vite. La mécanisation, malheureusement, n'est pas adaptée pour notre continent. Comme je vous l'ai dit, plus de 80% en fait, de nos petits producteurs ont des petites surfaces d'environ 2 hectares. Et ils sont encore en plein dans une logique de subsistance quotidienne. Absolument. Donc, alors, ceux qui peuvent faire la différence, c'est des gens comme vous et moi, par exemple. Voilà, le message est main clair. dans la main avec notre paysannerie, bien entendu. Le message est clair. Rendez-vous donc ce 7 septembre 2021 Tout à fait. Et à la salle de banquet de Ouaga 2000. À la salle de banquet de Ouaga 2000. Et inscription pour les retardataires sur le site internet fagem2021.com, FAGEM 2021.com. L'information est complète et totale. Merci, madame, d'être venue. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci infiniment. Et un clin d'œil donc au Coco Dunda qui vient d'être labellisé. Voilà, cette belle tenue de monsieur Sorobis. C'est le consommant local. Tout à fait. Merci bien, madame. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Voilà, et nous poursuivons ce journal en parlant maintenant d'énergie. Le ministère de l'Énergie tenait il y a quelques jours sa première session ordinaire de l'année du Conseil d'administration du secteur ministériel, le CASEM, au cours duquel il a été question, pour Bachir Ismaël Ouedraogo, il a été question des potentialités énergétiques du Burkina et les actions à mener, justement pour favoriser l'émergence d'entreprises burkinabées dans ce secteur assez stratégique. Justin Monto. Le souhait de Bachir Ismaël Ouedraogo, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, est de mettre en œuvre une stratégie nationale du contenu local dans son secteur. C'est ce qui ressort de la première session ordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, ce 9 septembre. Le secteur minier est un secteur qui brasse beaucoup de ressources. Cependant, nous peinons à avoir donc une implication réelle de nos économies sur le plan local. Dans une mine, il y a beaucoup de dépenses. Quand vous prenez toute la chaîne de valeur, il y a énormément de ressources qui sont injectées au niveau donc, de ces dépenses-là. Et l'objectif donc de ce CASEM, c'est de travailler à ce que les entreprises burkinabées puissent prendre leur part à ce niveau-là. En matière d'énergie, l'on est passé de 18% en 2015 à 45% en 2020. Un grand pas, selon Dr Bachir Ismaël Ouedraogo. Je pense que c'est un bon qualitatif, même si on ne peut pas se satisfaire de 40 ou 50% de la population qui a accès à l'énergie. Mais nous voyons une bonne croissance. Et c'est ce qui nous permet donc de donner la vision pour 2025 qui est d'au moins 75% de la population burkinabé qui aura accès à l'énergie. Selon le ministre, un travail se fait pour la baisse du coût des kilowattheures afin de soulager les ménages. Nous sommes en train aussi de développer un projet à grande échelle avec donc, le backup solaire, mais aussi avec le projet PDCL qui permettra aux ménages de se connecter à 3 000 francs. Donc tous ces mécanismes vont d'une manière ou d'une autre à vous donner en tout cas des meilleurs résultats et au niveau du secteur de la satisfaction. Le ministre annonce que pour baisser le coût du kilowattheure en 2022, en plus de l'énergie solaire, son département va intégrer le LNG, un gaz liquéfié. Les réseaux sociaux, vous le savez, peuvent constituer un danger si leur utilisation ne respecte pas un certain nombre de critères, de disciplines, surtout dans un contexte de crise de sécurité comme celle que traverse le Burkina. Eh bien, c'est tout le sens de la formation qu'a initiée l'association FILPA à l'endroit de plusieurs personnes venues d'horizons divers. Justin Monto nous en dit plus. Une bonne pratique sur les réseaux sociaux, c'est le défi que l'association FILPA veut relever au Burkina Faso. Ce 10 septembre, à Ouagadougou, l'association lance la 2e édition de la formation axée sur les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. La formation a pour objectif d'outiller plus de 200 participants sur comment éviter l'impact négatif des réseaux sociaux en situation de crise sécuritaire. Les participants sont sensibilisés sur l'impact des réseaux sociaux en situation de crise sécuritaire.
Les participants ont appris les techniques pour contribuer à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'insécurité. Cette initiative de l'association FILPA est saluée par le ministère en charge de l'économie numérique, la CIL, Commission de l'informatique et des libertés, mais aussi par l'ARCEP, Autorité de la régulation des communications électroniques et des postes. La meilleure façon d'éloigner la jeunesse burkinabé de l'usage négatif des réseaux sociaux, c'est naturellement la sensibilisation et la formation. L'utilisation de ces réseaux sociaux, nous avons l'obligation de voir dans quelle mesure on peut mieux sensibiliser les acteurs pour une utilisation saine afin de ne pas permettre en tout cas à nos ennemis de pouvoir utiliser ces canaux-là pour véhiculer des messages, pour permettre de s'organiser et nous nuire. Donc pour nous, l'étape essentielle et primordiale, c'est de pouvoir sensibiliser, éduquer les jeunes à cette utilisation saine. Au programme de cette contribution citoyenne de l'association FILPA, un concours digital citoyen pour permettre aux participants de se surpasser. La formation de cette année 2021 est placée sous le thème « Jeunesse et réseaux sociaux ». Quelle pratique des réseaux sociaux pour contribuer à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Et pour terminer, allons à la découverte de ce guérisseur, Mohamed Sana. Sa spécialité, l'utilisation des plantes, mais aussi les invocations. Direction la commune de Boulsa, où le guérisseur était en démonstration. Alexis Belem Naba. Cette scène surréaliste de guérison n'est pas un film hollywoodien. C'est au pied de la montagne de Sini, commune de Boulsa, dans la région du Centre-Nord, que l'œuvre coranique du cheikh Ahmad Ama Houla du Mali, Mohamed Sana, soigne ses patients. Délivrance, bénédiction pour la richesse, désenvoûtement, traitement de folie, plusieurs cas y trouvent une solution. C'est à base des plans et des invocations que Mohamed Sana, ce jeune guérisseur de 28 ans, traite les malades. Je soigne toutes les maladies. Il est rare qu'un malade vienne ici et que je ne trouve pas de remède. Je traite avec des feuilles et des invocations. Toutes les plantes sont des remèdes. Il suffit de connaître les différentes formules. Pour Mohamed Sana, son pouvoir de guérison est un don de Dieu. Il l'aurait reçu pendant ses lectures coraniques à Nioro au Mali. Un don qu'il met gratuitement au service des autres. Dans mes soins, je n'exige même pas 5 francs. Pour un vrai soin, on n'impose pas d'argent. Si je dis que je vais soigner avec de l'argent, les pauvres vont venir ici, mais n'auront pas de médicaments. Les dons que je reçois, je les utilise pour payer des vivres pour ceux qui viennent. Chez les personnes guéries, les témoignages se multiplient. Cela fait 16 ans que je souffrais de maux de ventre. Je fais le tour partout. Je suis venue ici. Le cheikh m'a dit d'aller chercher 3 plants bouillis et d'ajouter du beurre de karité et boire. Quand je l'ai fait, c'est fini. Il y a 9 mois de cela, je n'ai plus senti de douleur. Je suis allé retrouver ma mère au Ghana. Elle était une folle. Certaines personnes pensaient qu'on ne pouvait plus la soigner. Quand je suis arrivé il y a 6 mois, ça n'allait toujours pas. Mais avec des prières et des invocations, elle est aujourd'hui guérie. Pourtant, des gens m'avaient conseillé de ne pas venir à cet endroit. Je suis plus que heureux aujourd'hui. Je vous assure que maman est totalement guérie. Nous avons été victimes d'attaques terroristes à Touéni. Les terroristes ont kidnappé mon mari. Je n'avais plus de ses nouvelles. Je suis venue voir le cheikh aujourd'hui même. Il m'a dit que dans peu de temps, j'aurai des nouvelles de mon mari. Même des tradis praticiens qui ne trouvent pas une solution pour leurs patients ont recours à Mohamed Sana.
Je vis à Ouagadougou. Quand un malade grave vient vers moi, je le conduis chez le cheikh. Après les premiers traitements, il recouvre automatiquement la santé. Grâce à ces bénédictions, des femmes stériles ont donné naissance à des enfants. Les soins du cheikh Mohamed Sana se font tous les jours. En entendant la célébration en différé du Mouloud, une grande prière de guérison est prévue en octobre prochain. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On reste ensemble demain encore à 19h30. Bonsoir et au revoir.